D'accord. Déjà, je tenais à saluer mon co-débatteur, ça faisait un moment. Donc, merci à vous pour ces retrouvailles, M. Ali. Bon, moi, je dirais que non. Nous n'avons pas hérité du modèle qu'on voulait. C'est vrai qu'il y avait l'omniprésence de la France lors des indépendances, mais je tenais à rappeler que déjà, en 1958, Sékou Touré avait lancé le pavé dans la mare en disant non. Parce qu'il voyait évidemment qu'on imposait quelque chose aux communautés africaines. Mais il a pris sa ligne, les autres ont suivi, mais 2 ans après, les autres ont dû aller à l'indépendance. Et ce n'est que récemment, dans les 10 dernières années, je peux dire, que de plus en plus, on s'est rendu compte que le fait d'avoir adhéré aux colons en son temps, sur pas mal de choses, on ne pouvait pas aller de l'avant. Donc, déjà d'emblée, je dirais que non. Et on aura le temps de le développer au fur et à mesure. D'accord. Alors déjà, quand vous parlez de 58, ça me permet de vous rappeler un fait historique assez important. Lequel? En 58, il y a l'élaboration de la Constitution française, celle de la Ve République. Et l'élaboration de cette Constitution se fait avec le concours de députés de l'AOF. D'accord? Des députés de l'AOF qui sont, j'ai envie de dire, Modibo Keïta, qui sont Léopold Sédar Senghor, qui sont Lamine Gueye et tant d'autres. Donc déjà, première des choses, l'élaboration de la Ve République française se fait pleinement avec la contribution d'intellectuels africains de haut niveau. Et ces intellectuels africains de haut niveau, Sékou Touré ne saurait même prétendre être le seul à prôner la rupture. Parce que pour que Sékou Touré et autres parlent du vent des indépendances, il a fallu que Senghor et autres aient fait ce qu'on peut appeler la négritude. Donc c'est des approches politiques simplement différentes. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas copié leur modèle? Parce que, le modèle qui est prétendu être le leur, nous avons contribué à concevoir ce modèle-là. Et ensuite à cela, quand vous venez chez nous, okay. D'abord, il faudrait que vous soyez regardant sur les choses. J'ai eu à parler de Sékou Touré, c'est un fait. Mais encore, n'oublions pas que quand nos États africains ont été indépendants, d'emblée, beaucoup ont eu à changer le nom. Restons dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina a décidé de s'appeler Haute-Volta. Le Mali, qui était le Soudan français, s'est appelé République du Mali. Et j'en passe, ce n'était pas global, mais beaucoup le Dahomey qui a fini par s'appeler Bénin. C'est parce que justement, ces pays-là avaient une vision, avaient en tête d'être eux-mêmes, d'avoir leur propre identité, d'avoir leur propre approche. Et même là, supposons qu'ils soient tous, et c'est le cas, nés indépendants en 1960. Mais la façon dont le Mali a été géré, la façon dont le Bénin a été géré, la façon dont la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui était quand même la locomotive de la sous-région, a été gérée, a été différente. Et ça n'a même pas empêché aussi qu'il y ait ce clash entre la tendance conduite par Modibo Keïta et autres contre celle de Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor. Première des choses, ramenons le débat à son essence. Parce que nous parlons de démocratie. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si la démocratie que nous avons, c'est un modèle que nous avons fabriqué ou c'est un modèle que nous avons copié ou emprunté. Alors moi, je vous dis déjà dès le départ, si on fait la différence entre ces pays, moi, je m'amuse souvent à lire leurs différentes constitutions de Première République. Et quand on regarde la démocratie, par exemple, malienne, je prends l'exemple sur le Mali, pays qu'est le mien, le troisième article de la Première République du Mali disait que le Mali, d'abord, c'est un pays où les partis politiques se créent librement et exercent la quête du pouvoir. Mais ce pays a fini par être de fait un pays où il n'y a que le parti unique. Donc d'abord, déjà, une gouvernance par parti unique. Est-ce que c'est une gouvernance que nous avons copiée de la France? Est-ce que la France, à un moment donné, a connu le parti unique? Vous saurez bien la réponse. Je connais votre connaissance de l'histoire. Donc je vous dis que nous n'avons pas copié ce modèle, nous avons fabriqué le nôtre. Justement, vous avez eu à le dire et ça, nous sommes unanimes là-dessus. Depuis les indépendances, on a tous eu le cas des partis uniques. Et d'ailleurs, c'est même dans notre sous-région le RDA qui a le plus bénéficié en la matière. Mais comme je vous l'ai dit, il a fallu que nous soyons dans les années 2020 et que quelque part, je dis bien quelque part, il y ait cette question d'euphorie de l'AES et autres pour que nos pays ou nos leaders, élus ou pas, commencent à dire ouvertement qu'ils aimeraient passer à autre chose. Je prends par exemple 1998. Quand Alpha Blondy, l'artiste, il chantait « Armée française, allez-vous-en ». On s'est dit que non, c'est un rasta, il a juste chanté comme ça. Mais il a fallu que les gens de l'AES viennent pour faire une fronde. Pourquoi au sein des opinions? Parce que vous avez parlé de la question des opinions.
on commence à se dire qu'effectivement, il serait temps qu'on ne soit plus encombré et que l'armée française soit invitée à plier ses bagages et que la coopération militaire soit revue et que les accords de défense soient dénoncés. Alors, première chose, avant que Alpha Blondy ne chante, je suis sûr et certain que Modibo Keïta, un jour, a mis l'armée française aux portes. Donc, Alpha Blondy, non, et les années 2020 ne sont pas les premières fois. Alors, l'armée française, être là ou pas, cela n'engage pas notre démocratie. C'est un mécanisme de défense. Dans les mécanismes de défense, les pays font recours à d'autres pays et parfois, quand ça prend du temps, les opinions quand même vont s'élever. Et ça, c'est tout à fait normal et légitime et constatable sous beaucoup de cieux. C'est comme quand l'Afghanistan dit à l'armée américaine de rentrer chez elle ou quand la France elle-même, à un moment donné, sous De Gaulle, demande aux Américains de retourner chez eux. Ça, c'est normal dans le fonctionnement naturel des pays. Mais là où vous faites erreur, l'erreur, c'est de penser qu'avant 2020, par exemple en 2016, quand en Côte d'Ivoire, il y a modification de la Constitution et instauration, par exemple, de la vice-présidence, c'est de penser que ce pays-là est toujours en train d'imiter une France, alors que même dans son modèle institutionnel, elle n'a rien à voir avec la France. Je ne fais pas erreur. Nous parlons de la démocratie. L'histoire n'a pas commencé en 2020. On parle des indépendances. Et même pas de l'époque des indépendances, mais plutôt du soleil des indépendances, comme l'a dit Amadou Kourouma. N'oubliez pas que l'armée française, rapidement, était aussi un obstacle. Quand les jeunes prenaient la rue, allusion faite par exemple aux jeunes patriotes, c'était parce qu'ils estimaient que cette armée-là était trop impliquée sur certaines questions, même politiciennes, même d'élections, on va dire, de souveraineté tout court. Mais moi, je vous le dis, je l'ai dit, hein, il y a eu le parti unique, mais c'est à partir des années 90 que le multipartisme est né. Et nous sommes arrivés à une époque où, de plus en plus, nos pays commencent à comprendre qu'il faudrait aller vers la propre monnaie, vers leur propre langue. Quelque part, ce sont des outils aussi qui ont leur place dans une démocratie. Et je n'oublie pas qu'il y a certains pays du monde qui parfois étaient surpris de voir qu'en Afrique de l'Ouest ici, il fallait qu'on parle en français au lieu d'une de nos propres langues ou d'une langue commune pour pouvoir communier avec nos populations. Cher Aîné, je suis désolé de constater que vous souffrez des mêmes confusions que la majeure partie de nos concitoyens. Non, j'en arrive facilement. Quand vous parlez du RDA, même au soleil des indépendances, le RDA avait un grand concurrent, le Parti progressiste, il y avait le PSP. Donc, vous êtes dans le contexte malien. Non, je viens dans le contexte africain tout clair, de vous faire comprendre que même si nous sommes en Afrique de l'Ouest, même avant les indépendances, il y avait plusieurs partis ouest-africains, même avant que ces frontières actuelles ne soient actées et que ces pays ne soient nés. Et dans bon nombre de nos pays, non. Le multipartisme ne date pas des années 90. Et je vous citais le Mali tout au début de ce grand duel en disant que dans la première république, la première constitution du Mali consacrait le multipartisme dans son article 3. Ce n'était même pas une charte des partis politiques, c'était constitutionnel. Donc pour vous dire que nos aïeux ne sont pas aussi bêtes que les gens veulent le faire croire en disant qu'ils n'ont pas su s'accepter ou su s'assumer ou qu'ils manquaient de caractère. Ils avaient le caractère et ils l'ont assumé. Je tiens à le rappeler encore, pourquoi est-ce que j'ai parlé des années 90? C'est après la chute de Moussa Traoré qu'on a eu le multipartisme, puisqu'on parle du Mali. C'est lorsque Laurent Gbagbo a mené ce combat-là, après maintes emprisonnements, qu'il y a eu le multipartisme. On était dans les années 90. Je ne dis pas que c'est toute l'Afrique. J'ai tendance à me fier à la sous-région ouest africaine. Donc pour moi, la question de la démocratie est à un tournant. Avant, on disait qu'il fallait en finir avec la colonisation. Nos présidents sont venus. Après près de 20-30 ans de parti unique, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au multipartisme. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les tripatouillages et avec pas mal d'attitudes, ça a ouvert la voie à pas mal de situations. Terrorisme, tensions ethniques, questions d'identité, ainsi de suite. Donc il y a même un défi désormais d'unité. Et la question d'identité même a été longuement débattue sur ce plateau. Donc la démocratie désormais, c'est la question d'identité pour moi. C'est aussi la question de la langue et même la question de la monnaie. Alors, désormais, vous devez cesser de confondre démocratie et république, parce que la forme républicaine de l'État, cette forme peut engendrer tous les points que vous citez, mais la démocratie, elle aussi, a ses principes et ses piliers, ses principes de participation, des principes de représentativité, des principes... La démocratie est un mode de gouvernance, d'accord? Ce n'est pas
ce n'est pas vraiment la forme de la République. Et là, je pense que vous faites confusion. Et pour les questions d'identité et autres, je suis désolé de vous dire qu'en vérité, ce n'est pas à la démocratie même de gérer ces questions-là. Elle s'efforce d'ailleurs de nous définir une nouvelle identité beaucoup plus conforme à nos républiques et de nous débarrasser des identités dont nous avons hérité d'États qui ont été supprimés et dont nos républiques ont pris la place. Par exemple, le Mandé, le Ghana, le Songhai, c'était des empires et c'était des États. Mais aujourd'hui, par exemple, le Mali couvre une partie de leur territoire et des Maliens existent. La démocratie ne peut être durable si elle est simplement copiée sans être enracinée dans nos réalités sociales, culturelles et historiques. Si les principes universels comme la participation citoyenne, la liberté et la justice restent essentiels, leur application doit tenir compte des contextes africains. Importer un modèle sans l'adapter peut créer des institutions formelles fortes, mais déconnectées des populations. Le véritable défi n'est donc pas de rejeter la démocratie, mais de la repenser, de l'africaniser et de la rendre plus inclusive, plus proche des citoyens et plus efficace. C'est à cette condition qu'elle cessera d'être perçue comme un modèle importé pour devenir un véritable outil de gouvernance au service des peuples. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des grands débats qui façonnent l'Afrique.